Salut à tous, bienvenue dans Terre de Champions, l'émission du service des sports de Nice Matin qui s'intéresse chaque mois à un acteur du sport azuréen. Vous en avez l'habitude désormais. Avec moi en plateau aujourd'hui, Vivien Seller, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Vivien. Salut Christopher, salut à tous. Eh bien aujourd'hui ensemble on va parler natation avec notre invité. Aujourd'hui Mathis Chouchaoui, licencié à l'Olympique Nice Natation. Merci Mathis d'être avec nous et bienvenue. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Plaisir. C'est avec plaisir à quelques jours des championnats de France. On a une autre tradition dans cette émission, outre le fait de parler des sportifs azuréens, eh bien c'est Vivien qui va faire une courte présentation de toi pour débuter. Salut Mathis, merci d'être avec nous sur ce plateau. N'hésite pas à nous dire s'il y a des incohérences, j'espère que non. Tu es né le 21 mars 2003 à Guignon, en Saône-et-Loire. On te reçoit aujourd'hui donc comme nageur, mais tu as longtemps été tennisman de bon niveau, jusqu'à tes 15 ans, parce que tu étais dans les 20 meilleurs Français de ta génération, de ton groupe d'âge. Tu as dû changer de voie, stoppé par les blessures, mais tu n'as pas arrêté le sport et tu es retombé entre guillemets dans les bassins. Tu as opté pour la natation, sport dans lequel tu te fais au fil des années une belle place. Plutôt spécialiste du dos, mais pas que, on développera un petit peu tout ça. Quelques références depuis tes débuts, finaliste au championnat d'Europe junior en 2021, c'était à Rome, médaillé d'argent aux Jeux méditerranéens en 2022, c'était à Oran, ou encore plus récemment, 4e des championnats de France 2024 sur 100 mètres d'eau, à 6/10 des minima olympiques, tu avais été sur le podium, on expliquera ça brièvement. Et plus récemment, donc, tu as été médaillé d'or sur 200 mètres d'eau au Mare Nostrum de Monaco. Tu es licencié à l'Olympique Nice Natation depuis 3 ans, Christopher le disait. Comment s'est fait la transition entre ta ville et ton département d'origine, à la Côte d'Azur finalement ? Alors moi j'ai commencé la natation donc à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. J'ai pratiqué 3 ans là-bas. Au bout de la 3e année, j'ai voulu évoluer et pratiquer à un autre niveau. C'était un club formateur, très bon formateur, qui m'a permis d'atteindre les championnats d'Europe junior. Mais j'avais d'autres ambitions et donc j'ai fait un changement et je suis parti à l'INSEP à Paris. Là-bas j'ai effectué 1 année. Il y a eu des petits problèmes avec le coach. Ça peut arriver parfois. Ouais. Exactement, c'est le sport. Et donc à la fin de l'année, j'ai fait les Jeux méditerranéens comme vous l'avez dit, où j'ai été médaillé. Et j'ai fait la rencontre là-bas de Fabrice Pellerin, qui est mon entraîneur actuel. À l'ONN, ouais. À l'Olympique Nice Natation, exactement. Et ça a vraiment matché, donc on a pu discuter et j'ai trouvé que le projet et sa façon de travailler, je pensais que ça pouvait me correspondre. Donc je suis venu quelques jours après ces championnats. Ça s'est très bien passé et voilà, depuis ça fait 3 ans et ça se passe toujours aussi bien. Alors tu passes forcément pas mal d'heures dans les bassins ou en salle de musculation, entre 25 et 30 heures en moyenne. Tu arrives à faire autre chose. Il y avait notamment ces études à distance de Sciences Po Paris, littérature, philosophie, géopolitique. C'est un programme assez riche et varié. Et en parallèle de tout ça, tu es aussi passionné de cinéma, de musique. On nous a dit que tu avais notamment un abonnement pour aller au cinéma. Tu es assez curieux, tu as besoin de ça pour te vider la tête. Est-ce que c'est venu de ton cercle familial, de tes proches, cette curiosité, ou finalement c'est un peu en mode autodidacte que tu t'intéresses à pas mal de choses ? Moi, on m'a toujours élevé avec énormément de varier les plaisirs, aller un peu à droite à gauche, la littérature, le cinéma, la musique, essayer vraiment de varier ses connaissances et d'être touche à tout, que ce soit mes grands-parents, mes parents, mon frère aussi. Ma grand-mère m'a initié à la politique, j'avais même pas 10 ans. Elle me faisait regarder des émissions à l'époque, elle m'emmenait au cinéma, mes parents également. Et ça a poursuivi. J'ai toujours eu ce goût pour tout en fait. J'adore même le sport en général. Je suis passionné de natation, mais je suis passionné de tennis parce que j'en ai fait très longtemps, mais tous les autres sports également m'intéressent. Donc vraiment, c'est un plaisir pour moi de regarder un peu tout ce qui se passe dans la vie, l'actualité, les conflits géopolitiques, m'intéresser à l'histoire. Tout ce qui est possible, j'essaye de... Donc là, tu as regardé un peu la finale de 5h29 entre Alcaraz et Sinner à Roland. Exactement. Quelle finale d'ailleurs. Quelle finale. Franchement, moi j'ai jamais vu, je suis jeune, mais j'ai jamais vu une finale comme ça à Roland-Garros. Je sais pas si certains en ont vu, mais une finale de ce niveau-là, deux des meilleurs joueurs actuels, voire les 2 meilleurs joueurs actuels, qui se rendent coup pour coup pendant 5h30 et qui gardent un niveau pareil, c'est assez incroyable. Et même Loïs Boisson d'ailleurs. Bien sûr. T'avais quel style de joueur de tennis ? On disait jusqu'à tes 15 ans, t'avais un bon niveau national. C'était quoi ton Moi j'étais plutôt un gros joueur de fond de court. Vraiment, j'aimais bien défendre. Pas mauvais en attaque, mais j'avais pas pour habitude d'avancer dans le terrain.
un bon toucher de balle. J'essayais d'avoir des amortis, de choper. Mais sinon, un bon joueur de fond de cours, ouais. Ok. On revient à la natation. Et à ce qui t'attend, le gros morceau là, de ce week-end, ça attaque dès samedi. C'est championnat de France, on le disait, à Montpellier. L'année dernière, tu fais donc 4e, mais comme le disait Vivien, tu te retrouves sur le podium parce que l'antibois Michel Arskalajanski n'est pas naturalisé français, il est russe. Et donc, du coup, forcément, tu montes sur le podium en ayant été 4e, puisque sa 3e place ne comptait pas. Donc, il y a cette médaille. Il y a des finales A aussi lors des éditions précédentes. Est-ce que 2025, pour toi, c'est l'année où les ambitions s'affirment après ce premier podium en championnat de France élite l'année dernière ? Oui. Déjà l'année dernière, même si c'était pas forcément mon objectif de faire cette médaille, parce que je rentrais pas 3e ou 4e si on prenait les temps de la saison, mais j'étais content, mais j'étais pas surpris non plus. Cette année, forcément, j'ai envie de moins faire la même chose que l'année dernière, donc au moins de gagner une médaille. Après, je vais pas vous mentir, si je peux en avoir une 2e ou une plus belle couleur, je vais pas dire dessus, ouais. Exactement, je vais pas dire non. Et bon, je fais une bonne saison pour le moment. J'avais jamais été aussi rapide durant la saison. On l'a vu au Mare Nostrum où j'ai fait un très bon temps, où j'étais quasiment sur mon record. Le record que j'avais fait la semaine d'avant au Giant Open qui était à Paris, qui était très relevé, dont... Sur le 100 dos ? Sur le 200 dos. Sur le 200. Comment Mare Nostrum, du coup, ça, 2 fois c'était sur le 200 ? Les 2 fois c'était sur le 200. Je fais 4e à Paris, premier à Monaco. À Paris, devant moi, il y a le meilleur, un grec qui a fait le meilleur temps mondial de l'année. Et devant, c'est Johan Endoy qui a fait médaille au jeu et Antoine Herlem qui a déjà été finaliste au championnat d'Europe. Donc c'était du niveau, ouais. Un gros plateau. Même à Monaco d'ailleurs. À Monaco, celui qui fait 3e, un Polonais, était vice-champion d'Europe en 2023 sur le 100 mètres par contre. Mais bon, donc t'es dans le coup, quoi. C'est ça. Je fais une bonne année, des bons résultats. Donc je me dis maintenant, il reste plus qu'à terminer, on va dire, sur une belle note au championnat de France. Il y a un an, tu avais nagé du coup le 100 et le 200 dos, mais également le 100 mètres nage libre et le 200 mètres 4 nage. Cette année, c'est quoi ? Tout sur le dos ? On axe vraiment sur le dos ? Oui, cette année, je vais vraiment me focaliser sur le 50, le 100 et le 200 dos. Plus précisément 100 et 200, le 50 étant en fin de programme après les 2 courses principales. Déjà parce qu'il y a eu un problème de programme, on va dire un problème, parce que le 200 mètres 4 nage que j'apprécie, dans lequel j'ai fini 4e au championnat de France d'hiver, se situe le même jour que le 200 mètres dos. Donc par évidence, j'ai choisi de faire le 200 mètres dos. Et aussi par programmation, étant donné que la semaine d'après, je pars au championnat d'Europe moins de 23 ans. En Slovaquie, exactement, à Samorin. Et donc il fallait quand même avoir un programme assez chargé, mais pas trop non plus, afin de ne pas trop se fatiguer non plus pour la semaine d'après et être performant au championnat d'Europe. Et on parlait de cette médaille d'or au Mare Nostrum sur 200 dos il y a quelques semaines. Est-ce que le plus important pour la confiance et ce socle finalement, c'est la couleur du métal et la place, ou c'est le chrono ? Est-ce qu'il vaut pas mieux être des fois 3e avec un chrono plus marquant ? Voilà, qu'est-ce qui compte le plus ? Qu'est-ce qui domine ? Je pense vraiment ça dépend de la période, ça dépend de la mentalité, ça dépend de la course. Il y a vraiment énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Pour ma part, je sais que la victoire m'a fait du bien. On est dans un sport dans lequel c'est compliqué de gagner. On est souvent confronté à des gens qui sont champions d'Europe ou finalistes mondiaux. C'est pas un sport où on gagne souvent. Donc j'essaie de faire de mon mieux à chaque fois. Si je fais un podium, c'est bien. Là, à vrai dire, c'est une de mes premières victoires sur une compétition internationale. Donc c'est toujours plaisant. Si le temps est avec, c'est encore mieux. Si j'avais fait un très bon temps, j'avais pas fait premier, bon, c'est pareil, je m'en serais satisfait. Mais là, d'avoir remporté avec un bon temps, tout était beau, exactement. Vas-y. Non, tu disais il y a quelques mois que tu étais plutôt spécialiste du dos, mais que tu te débrouillais aussi en 4 nages. Est-ce que des fois, c'est pas compliqué de mener plusieurs nages de front ? Est-ce qu'on peut se perdre un petit peu, laisser de l'influx ou... Je pense que ça dépend de la saison, du moment de la saison. J'aime bien par exemple, au mois de janvier, on a souvent une reprise, donc on a eu une petite semaine et demie de repos. J'aime bien reprendre en faisant d'autres choses, du crawl, du 4 nage, pas que du dos. Parce que quand on fait qu'une seule nage toute la saison, je pense que ça peut être usant à force. Et on peut s'y perdre, on peut se fatiguer mentalement. Donc je pense que c'est bien aussi, pendant une période, de faire un peu d'autres choses, de voir d'autres choses. Et après, forcément, on a des spécialités, et donc il faut se concentrer dessus. Et c'est pour ça que là, depuis 3-4 mois,
je me focalise sur le dos, même si au mois de janvier, février, j'ai fait un petit peu de crawl, de dos, de catenage. Mais à un moment donné, il faut quand même savoir mettre les choses en place et Être focus, être focus, exactement. Ok. Dans cette discipline du dos, il y a deux géants, on a un petit peu parlé, il y a Mewen Tomac et puis il y a Johan Ndoye Brouard aussi. Qu'est-ce qui te sépare à 22 ans encore de ces fusées-là, de ces leaders en tout cas sur le dos pour la natation française? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense déjà l'expérience. Ça fait des années qu'ils sont au niveau international. Johan et Mewen ont fait les Jeux de Tokyo, donc ça fait déjà 4 ans. Eux, ça fait 4 ans qu'ils ont déjà un niveau olympique. Quant à moi, il y a 4 ans, ça faisait 2 ans que j'avais commencé la natation, 2-3 ans. Donc j'avais pas du tout ces ambitions à cette époque. Après, bon, on a une différence d'âge, ils sont plus âgés, donc c'est normal qu'ils soient plus expérimentés. Il y a d'autres facteurs, ils sont un peu plus rapides que moi, mais bon, petit à petit, je grignote exactement, je prends un peu de vitesse, je prends un peu de foncier, et j'arrive à venir les titiller au Giant Open à Paris. Johan, qui fait 3ème de la course, fait une 57-70, je crois, et moi je fais une 58-40, donc à moins d'une seconde. Donc même si c'est sur une compétition de travail, me rapprocher d'eux à moins d'une seconde, ça reste quand même... ça permet de gagner un peu de confiance. Oui, bien sûr. L'année prochaine, justement, en termes de prochaines échéances, il y aura les championnats d'Europe à Paris. 2 ans plus tard, en 2028, donc il y aura ces Jeux Olympiques aussi à Los Angeles. Comment tu te projettes sur ces 2 compétitions, une à la maison, Paris, et puis les Jeux Olympiques, qui restent le Graal pour la natation? Moi, donc j'ai très envie d'aller aux championnats d'Europe, qui sont à Paris, mais je vois plutôt ça comme une étape. Mon objectif, c'est d'y aller, mais que ce soit pas une fin en soi. Pas me dire, je vais là-bas, waouh, c'est génial. Moi, je vais y aller, mais je vais aller déjà faire quelque chose. Je veux pas juste y aller. Il y a 4 qualifiés par course, ce qui est différent des championnats du monde. Mais malheureusement, après les séries, il n'y a que 2 par pays. Donc il faut être dans les 2 premiers de son pays, même s'il y a potentiellement 4 nageurs de son pays qui le font le matin. Donc il faut nager très vite dès le matin. Donc mon objectif n'est pas d'aller là-bas et de finir 4e français et de ne pas pouvoir me qualifier en demi-finale. Donc moi, je vais vouloir aller là-bas, faire quelque chose. Essayer de rentrer dans les 2 qui vont aller en demi. Essayer de rentrer... être un acteur exactement, être un acteur de de ma course, de cette compétition. Et pas seulement être spectateur et y aller pour pouvoir avoir fait une équipe. Donc moi, je vais essayer d'aller là-bas. Et ensuite, gravir les échelons. L'année d'après, il y aura des championnats du monde. Donc pourquoi pas me qualifier ensuite, faire une sorte d'étape, championnat d'Europe l'année prochaine, championnat du monde. Et l'objectif sera les Jeux Olympiques dans 3 ans. Donc c'est vraiment ça finalement en ligne de mire, même si là aussi plus tard ça deviendra peut-être une étape parce que tu seras encore jeune, mais il y a les années nécessaires qui te séparent de cette échéance aussi pour prendre du foncier, ouais, c'est ça, exactement. Prendre un peu cette notion des médias, parce que quand on est dans une compétition internationale comme ça, il faut savoir gérer les médias, parce qu'il y a des interviews, il y a les après-courses, il y a des très grands chemins à traverser parce que certains passent aux médias, pas d'autres, et cette pression qui n'est pas la même, parce que faire des championnats d'Europe junior ou espoir n'est pas faire les projecteurs sont pas braqués avec autant de force. On est comme toi, pas un grand stressé, il y a quand même une pression, on sent un minimum de pression, quoi. Pour le moment, je peux pas vous le dire, étant donné que je n'ai pas fait, mais je suppose qu'il doit y avoir quand même une certaine pression. Ça, en tout cas. Et je pense que c'est une bonne pression aussi, parce que ça montre qu'on atterrit dans un endroit où il va falloir se donner encore plus, parce que le niveau est d'autant plus relevé. Mais oui, je pense que la pression n'est pas la même. On va s'intéresser un petit peu à ta personnalité au-delà du nageur. Tu es encore assez jeune, mais ton entraîneur Fabrice Pellerin disait que tu avais un petit peu un rôle de grand frère dans ton groupe d'entraînement. Vous êtes 11, je crois. Tu fais partie des 2 plus âgés. On nous disait aussi que tu étais toujours là pour avoir le bon mot, un petit peu la petite vanne qui finalement allégeait l'ambiance de travail. C'est comme ça que tu te vois? Comment tu l'expliques qu'à ton âge, même sans être très âgé finalement, tu es un peu ce côté grand frère? Moi, j'ai toujours été hyper ouvert socialement. Je pars toujours avec tout le monde. Mes parents étaient commerçants. Ils avaient un hôtel, bar-restaurant. Donc j'ai toujours été au contact. J'ai grandi dedans. J'ai discuté avec les clients. J'ai grandi comme ça. Donc pour moi, ça a toujours été normal de discuter. Mais que ce soit avec n'importe qui, je vais pas rester, je vais parler avec toi et pas avec toi. Vraiment, je m'ouvre à tout le monde. Et donc forcément, quand on est dans un groupe, je pense que c'est plus facile. Parce qu'on arrive toujours à communiquer avec tout le monde et à savoir
ce dont celui-là a besoin, ce que l'autre a besoin, c'est pas forcément les mêmes choses. Des fois, pour certains, c'est un peu plus de sérieux, pour d'autres, un peu la blague. Ok. Donc, il faut savoir un peu aller sur les deux côtés. Et je pense que les expériences de la vie aussi font que peut-être que j'ai un rôle un peu plus de grand frère. J'ai déjà vécu un autre sport. Du coup, beaucoup de blessures. Il faut revenir de ces blessures. T'as une certaine maturité, on peut dire, peut-être. Je pense. Non pas que les autres n'ont pas, mais peut-être qu'elle arrivera plus tardivement ou qu'elle est encore un peu dans une forme de prémisse. Toi, tu as cette maturité déjà, petit à petit avec ce parcours comme tu viens de l'évoquer, pour pouvoir encadrer un peu plus, être peut-être plus posé, apporter le bon conseil. Je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être une question de maturité, c'est peut-être une question d'apprendre aussi à connaître les autres, de savoir, je sais pas, par exemple, si j'ai un copain qui fait une compétition qui est pas terrible, lui dire que c'est pas grave, ou alors à l'inverse, s'il a besoin de le piquer un peu, lui dire que t'as vu l'autre a nagé plus vite que toi. Ça dépend. Adapté, Après, peut-être que des fois, c'est peut-être pas la bonne façon, ou peut-être que des fois, je fais une erreur en faisant telle ou telle façon. Mais je pense que c'est en essayant qu'on arrive à avoir les bons mots pour les autres ou pas. Et s'il n'y avait pas eu le sport de haut niveau, tu aurais pu être garçon de café ou autre, du coup, tu avais le pied un petit peu mis à l'étrier par tes parents ou... Ouais, moi j'aime bien le commerce. J'ai toujours été. J'ai vécu dedans. Mon grand-père avait également un hôtel. Je suis dans une ville où il y a 7-8 000 habitants, donc 2 hôtels dans la ville, c'était pratiquement tout ce qu'il y avait. Mais oui, donc j'aimais bien le commerce. Il y avait le marché qui était juste devant chez mes parents, donc ils venaient tous boire leur café le jour du marché. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et je pense que c'est une bonne chose aussi. En présentation, on disait justement que tu avais aussi ce lien avec Sciences Po Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on vise le très très haut niveau en natation, on arrive toujours à mener ce double cursus ou est-ce qu'à un moment, il a fallu ou il faut aujourd'hui que tu prennes un peu plus de recul pour te centrer sur la natation? Moi, je vous avoue, je pense que ça dépend des personnes. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal du fait que si on veut être à fond dans le sport, c'est dur. Parce que être à fond dans le sport, c'est pas que être bon à l'entraînement et bon en compétition. C'est aussi également tous les à côté. C'est ça. C'est l'alimentation, c'est le repos, c'est aussi gérer son image, essayer de chercher des sponsors ou quoi. C'est un travail qui est important et que dans d'autres sports qui sont plus professionnels, on va dire, si on parle de tennis, si on parle de foot, des sports qui gagnent, on va dire, plus d'argent, pour eux, c'est normal de faire que leur sport. C'est pas un problème. On n'a jamais dit à Kylian Mbappé, tu fais pas d'études à côté. Mais parce qu'ils peuvent se permettre de ne penser qu'à ça et pas au après. Nous, on est obligé quand même de penser au après, et donc d'avoir des études à côté, d'essayer d'avoir un avenir. Mais c'est compliqué, parce que si on veut se reposer, donc on délaisse un petit peu les études, on travaille un peu moins. Si on travaille, donc on se repose un peu moins, et la séance du soir ou la séance du lendemain, elle va être un peu plus dure. C'est une balance qu'il faut trouver et qui des fois est compliquée. Et aujourd'hui, tu as pris du coup un peu de recul. Tu favorises plutôt la natation. Tu as quand même toujours ce pied dans les études. J'ai un parcours qui est spécifique, qui est dédié aux sportifs, donc qu'on peut aménager comme bon nous semble. Tu peux faire par exemple une année sur 2. Ouais, voilà, c'est ça en gros. On a des cours sur 2 ans. C'est ça. On a des cours qui sont adaptés pour ça. Il n'y a que des sportifs il y a également des danseuses de l'Opéra de Paris qui sont avec nous. Et donc, c'est un cursus qui permet à tout le monde de le gérer comme bon lui semble. Moi, je sais que j'en fais moins que certains, mais après, il y a aussi certains qui sont en reconversion dans notre cursus. Donc, quand on est en reconversion, on ne fait plus de sport. Donc, on ne passe pas le même temps à faire des études. Il ne nous reste plus que ça à faire. Donc, Mais ouais, après, la natation, le sport en général, on ne va pas le faire éternellement. Il y a un moment donné où ma carrière va s'arrêter. Non, c'est clair. Donc, si là, je le fais pas à fond, je vais pas le faire à fond quand j'aurai 35 ans. Je pense que c'est un problème. C'est pas un problème, mais il faut savoir le faire. Ouais, bien sûr. Et une semaine type finalement pour toi en ce moment quand il y a ce volet études, les loisirs auxquels tu donnes une place, etc. et la natation forcément, comment ça s'organise? On a à peu près tous les jours, je vais pas vous le faire précisément, mais à peu près tous les jours on a 2 séances, excepté le mercredi et le samedi on en a qu'une. On a 3 ou 4 muscu par semaine, ça dépend. Donc on a entraînement matin, muscu avec, entraînement le soir. L'entraînement le soir c'est 16-18, le matin c'est 8-10. Je rentre, soit je me repose, soit je travaille.
je déjeune et l'après-midi je fais l'inverse. Et le soir, après c'est moi qui choisis. Si j'ai envie d'être avec mes copains, je vais avec mes copains. Si j'ai envie d'aller au cinéma, je le place le soir. Ou le week-end également. Je peux le placer le week-end. Mais il faut tout faire rentrer, ce qui n'est pas le plus facile. Et cette passion musique, cinéma, justement, comment t'as mis le pied à l'étrier? Tu parlais un petit peu de tes grands-parents avec la politique. Musique, cinéma, c'est aussi le cercle familial finalement ou... Le cinéma, oui, depuis tout petit, mes parents ils m'emmenaient voir plein de films. Je vous avoue, quand j'étais petit, j'allais pas voir des très grands films. Mais au fur et à mesure, j'essayais de m'intéresser. Les plateformes de streaming sur Internet maintenant favorisent quand même à cet épanouissement culturel. Mais donc j'en ai profité de ces plateformes, de ce cinéma qui se perd un peu parfois, hein, on le voit, il y a quand même de moins en moins de personnes qui y vont, malheureusement, parce que ça reste un des grands arts qui existent. Toi, t'as ton abonnement, je crois, donc c'est quand même assez fréquent. Oui, moi j'y vais à peu près au moins 2-3 fois par mois. Et T'as des films un peu à nous conseiller là? Récemment, que tu as pu voir? Moi je suis allé voir quoi? Je suis allé voir les grands films qui sont sortis. Je suis allé voir Mission Impossible, qui est sorti il y a 2 semaines. Destination Finale, également. Et j'aime aussi les films anciens. Je sais pas, par exemple Pulp Fiction, des anciens films, des mais vrais classiques, des vrais classiques, exactement. Et s'il y en a un justement de film un peu qui t'a plu plus que les autres, qui dans ton panthéon personnel compte, ce serait lequel? Moi je suis vraiment fan. Bon, si je dois dire un film, je dirais Inception. Je suis vraiment fan de Nolan. Je trouve qu'il est vraiment très fort. Et après, en niveau saga, la saga Harry Potter, je suis fan. Donc ça veut dire que quand tu as fini une journée de natation, tu pars dans Inception, quoi. C'est pas le truc facile. On non, a encore besoin de... Oui, voilà, il faut encore... Que on ça peut pas bouillonne. poser le cerveau, voilà. On est obligé de se concentrer un peu, mais c'est un film que je pourrais revoir des centaines de fois et que je trouverais toujours aussi fascinant, quoi. Et ce plaisir que tu prends avec la musique, on se demandait, est-ce que tu peux t'entraîner avec? On sait que maintenant il y a des écouteurs waterproof. Est-ce que vous pouvez mettre une enceinte au bord du bassin ou pas du tout parce qu'il faut être focus consigne du coach? Voilà, est-ce que la musique peut un peu s'immiscer La musique, je pense qu'il y a énormément de formes de musique. Par exemple, en musculation, on met de la musique parce que ça donne un peu d'énergie. Dans l'eau, c'est toujours plus compliqué. Il y a les écouteurs, comme vous le dites, mais j'en ai déjà parlé avec Fabrice, et Fabrice en parle dans ses interviews. Fabrice Pellerin, le coach. Fabrice Pellerin, le coach, qui a une forme de musique déjà sous l'eau, en fait. Et quand on nage, on se rend pas compte, pour certains, ceux qui nagent peut-être pas souvent, mais il y a énormément de bruit quand on nage. On entend et on arrive à sentir la pression, on sent la vitesse à laquelle on va par nos oreilles. Et je pense que mettre la musique, ça peut gâcher un petit peu. Voilà, ça peut gâcher. Si c'est pour récupérer après une course, c'est pas très important d'écouter ce qui se passe dans l'eau. Mais quand on est à l'entraînement et qu'on essaye de chercher des sensations, qu'on essaye de développer des sens et de ressentir des choses. Notamment sur le plan technique aussi. Sur le plan technique. Sur la position d'une main ou autre. Position d'une main, de la tête, du corps, du souffle, exactement, parce qu'on se sent respirer dans l'eau. Je pense que c'est important quand même d'avoir cette écoute de soi et cette écoute de l'environnement. Tu es originaire, donc on l'a dit, de Saône-et-Loire, mais tu es maintenant niçois depuis 3 ans. Tu vis seul. Comment ça se passe un petit peu ta vie ici, ta vie de jeune homme de 22 ans? C'est une vie assez simple, de sportif. Hein. C'est un jeune homme de 22 ans sportif, donc on n'a pas énormément de temps. On en a, mais le peu de temps qu'on a, on a envie de se reposer parce qu'on est souvent fatigué des entraînements. Mais excepté ça, j'ai beaucoup d'amis sur la Côte d'Azur. Donc, ce qui me permet de voir un peu d'autres choses, d'aller à Monaco, de voir ce qui se passe, de venir à Nice, de visiter un peu cette ville qui est toujours aussi belle 3 ans après, ou d'aller de l'autre côté, d'aller vers Cannes, Antibes, qui pour moi, la Côte d'Azur est quand même un lieu magnifique, hein, il faut le dire. Et voilà, c'est toujours un plaisir en fait de sortir. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose à faire. Juste sortir, je me gare en centre-ville, hop, je vais marcher. Voilà, ça fait du bien. Marcher le long de la prom le soir. S'imprégner un peu des odeurs, des gens, de la ville. C'est ça, quoi. de l'ambiance qu'il y a dans cette ville. C'est génial. On a une... Vas-y, je voulais juste demander si tu vivais seul ou... Parce qu'à ton âge, tu es arrivé assez jeune ici finalement, à 19-20 ans si on situe. Ouais, moi j'ai toujours vécu seul. Je vis seul depuis très tôt. J'avais 17 ans. J'avais sauté une classe. Donc et je suis de début d'année. Donc ma première année après le bac, j'avais mon appartement, j'avais encore 17 ans.
Et donc je vivais déjà seul cette première année. À l'INSEP, j'ai vécu en colocation. On est dans les chambres là-bas, j'étais à 2. Et depuis que je suis arrivé ici, ouais, je vis tout seul et c'est bien aussi de vivre seul. On grandit, on apprend pas mal de choses, ouais. C'est ça. On a une petite surprise pour toi. Il va falloir que tu regardes l'écran qui est juste en face de toi. Quelqu'un que tu connais très bien et qui te connaît très bien aussi en retour a une question pour toi. Ouais, mon chouche, j'avais une question pour toi, une question alimentation. Est-ce que la récurrence des pains au lait Nutella, elle a diminué en cette période d'affûtage pour la prépa des France ou pas? Donc voilà, je te laisse leur expliquer ce que c'est et je t'embrasse. Bisous, mon chouche. Alors déjà, il y a un point commun entre vous, c'est la trace de bronzage des lunettes, on peut pas la cacher. Donc, il est nageur, Matteo Roba, il fait partie de ton groupe d'entraînement, c'est pour ça qu'il te connaît bien. Est-ce que tu peux répondre à sa question et développer un peu, a priori, ce péché de gourmandise? Alors moi, j'ai été élevé au pain au lait. Vraiment, ma grand-mère m'élevait avec ça. Quand j'allais chez elle, je mangeais des pains au lait avec ses confitures maison. Petit-déj, goûter tout le temps, toute la journée. Donc je vous avoue que j'ai pas perdu ce péché mignon. Ça a changé. Maintenant, je mets du Nutella à la place de la confiture. Bon, de temps en temps, je mets aussi de la confiture. Mais le Nutella, bon, c'est mon petit plaisir coupable. Et l'année, des fois, en me réveillant de la sieste, avant la séance, bon, si je croise le regard du paquet de pain au lait et du Nutella... On va couper la séquence pour Fabrice Pellerin, t'inquiète pas. On non, fera en sorte qu'il la voit pas. Mais j'en ai déjà discuté avec lui. Bon, il nous a dit que c'était pas forcément très bon, mais bon, après, il faut savoir aussi se faire plaisir. Oui, lâcher un peu la bride. Ouais. C'est ça. Avec tout ce qu'on fait, je pense qu'on peut se faire plaisir de temps en temps sans que ça porte préjudice à notre performance. Ouais, à la performance ou à notre physique. Et oui, en répondant à sa question, forcément, en arrivant aux France, en me rapprochant des France, j'évite d'en manger. Je fais attention. Est-ce que tu veux te venger gentiment? Il a peut-être aussi un plaisir coupable, Matteo, ou quelque chose qui cache. Matteo, non, peut-être beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de temps. Mais après, non, ça va, il fait attention, il est bien. Écoute, Mathis, l'émission est déjà terminée. C'était bien sympa de te recevoir. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour ce championnat de France ce week-end. On espère, comme l'année dernière, au moins une médaille, voire deux. Hein. On te le souhaite vraiment, du fond du cœur. Merci Vivien également d'être venu aujourd'hui avec nous et d'avoir permis d'animer avec moi cette émission. Merci également en régie à Philippe Bertini, Franck Fernandez, Sophie Doncé, Chloé Voirgard et Karine Bautier, aide précieuse à la réalisation de cette émission. Vous le savez, nous on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.